dernière chance du 15 tricolore de ne pas ramasser ce que l'on appelle la cuillère de bois. Les Français n'ont gagné aucun match depuis le début du tournoi des 5 nations. Ils devront donc se racheter devant les Irlandais au Parc des Princes demain à 15 h. Oui, c'est vrai, depuis 1929, c'est-à-dire depuis plus d'un demi-siècle, la France n'a remporté qu'une seule fois la cuillère de bois, il faut bien le préciser. C'était en 1957. En revanche, l'Irlande l'a reçue en 60, 62 et 77, l'Angleterre en 76. Et l'Écosse, alors beaucoup, en 52, 53, 54, 78. Il n'y a que le pays de Galles qui n'a jamais eu la cuillère de bois depuis 1910, la date à laquelle le tournoi a commencé. Et ça, on peut dire chapeau les Gallois, parce que ne jamais l'avoir, c'est fantastique depuis 1910. Alors la cuillère de bois, ce n'est pas que la dernière place, c'est la dernière place avec 0 point. À 0 point, oui, oui, on se trompe souvent, on croit que c'est le dernier. Non, il faut avoir 0 point. Si vous faites match nul, si vous avez 1 point, vous n'avez pas la cuillère de bois. Alors d'où vient cette expression? Oh, c'est une vieille histoire, je vous la raconte. Oui. J'étais pas né, et mon père venait de naître. Et ça se passe en Écosse. Une date à peu près? Oh, c'était en 1890, quelque chose comme ça. Et il y avait un châtelain écossais dans son château des Hautes-Terres qui venait d'apprendre que son équipe, l'Écosse, avait perdu tous ses matchs contre l'Angleterre et Galles, car il n'y avait pas encore sur les nations, ça n'existait pas encore. Et furieux, il va dans ses cuisines, il voit un pot-au-feu avec une marmite en train de cuire et il y avait une cuillère de bois. Il la prend, il dit à son fils, mon petit, tu vas porter ça au capitaine de l'équipe d'Écosse à Édimbourg, tu lui donneras cette cuillère en bois de ma part, en dérision, évidemment, pour le tourner en dérision, et en le félicitant. Et il dit, allez, le petit. Il a dit ça, allez, le petit. Mais ça, il me l'avait emprunté, là, il me l'avait emprunté. C'est pas tout à fait la même époque. Alors, l'enfant est parti, a remis au capitaine de l'équipe d'Écosse cette cuillère de bois. Et depuis, c'est devenu une tradition. Le dernier du tournoi des nations avec 0 point reçoit cette cuillère de bois. C'est pas très sérieux. Bon, pour demain contre les Irlandais, on va se garder de tout pronostic parce que vous êtes magistralement trompé depuis le début du tournoi. Oui, c'est magistralement, oui. Alors on va peut-être laisser parler le capitaine. Oui, on va demander à Pierre Salviac, a demandé à Jean-Pierre Rive, notre capitaine blond, quels étaient ses espoirs et se sentait bien dans sa peau avant ce match capital de demain. Vous allez écouter Jean-Pierre Rive. C'est le tour des fêtes, c'est dur à avaler, c'est dur à digérer. C'est pas digéré du tout. Je crois que l'équipe de France a manqué à sa mission, puisque le rôle premier de l'équipe de France c'est de gagner et nous n'avons pas rempli cette tâche. Jean-Pierre Rive, après le triomphe historique de l'équipe de France à Auckland, vous nous aviez laissé croire que cette équipe pouvait remporter le Grand Chelem. Alors, est-ce que vous avez bluffé ou est-ce que vous êtes trompé sur la valeur de l'équipe de France? Je n'ai pas bluffé, je ne me suis pas trompé, je crois en cette équipe. Je crois que tous les garçons qui sont dans le groupe de l'équipe de France y croient. Parce que si je n'y croyais pas, je ne serais pas là, je vous le garantis. Vous savez que vous portez le chapeau de la défaite à Murrayfield. Oui. Alors est-ce que vous êtes remis en question? Mais bien sûr que je me remets en question, il faudrait être inconscient pour ne pas se remettre en question. Je sais que je porte le chapeau, je sais que... Et puis je suis responsable en fait, s'il y a des fautes de fait, je suis là pour ça. Et vous savez, la critique on la prend quand elle est bonne et quand elle est dure aussi. Et je crois que c'est une bonne chose, mais il faut se dire que les meilleures critiques sont d'abord les joueurs eux-mêmes et vis-à-vis d'eux-mêmes. Alors comment vous allez faire pour nous changer une équipe de France qui reste sur 3 défaites consécutives et qui attend quand même une victoire contre l'Irlande? Mais tout le monde attend une victoire contre l'Irlande. Je vous ai dit tout à l'heure que je croyais en cette équipe parce qu'elle garde sa dignité dans des moments très difficiles et je crois que rien n'est impossible. Et je suis sûr qu'il y aura des jours de victoire et des beaux jours pour l'équipe de France. Vous savez, je crois que nous sommes quelques-uns à avoir connu des moments fastes, des moments de victoire, et puis nous sommes en train de manger notre pain noir, mais je crois profondément à l'équipe de France. Demain, 14h50 sur Antenne 2, j'espère que les rugbymen ne suivront pas l'exemple assez français des skieurs qui sont bons en général après les compétitions. Ainsi, Perrine Pellen qui vient de remporter le slalom spécial de Waterwheel Valley, battant la soviétique Patrakeva, et la championne olympique Annie Wenzel. Et puis, les cœurs des sportifs français battront aussi peu de temps avant France-Irlande. Les chances tricolores sont assez solides dans le Grand Prix d'Afrique du Sud de Formule 1, dont le départ sera donné à 13h15, en direct dans Samedi et demi. Les Français ont en effet confirmé leur très bonne performance d'hier. Les 2 Renault de Jabouille et d'Arnoux partiront en première ligne.
En seconde ligne, Lafitte sur Ligier et Nelson Piquet sur Brabham. Et puis en troisième ligne, Didier Pironi qui est lui aussi sur Ligier. Alain Prost, accidenté aujourd'hui, fracture du poignet gauche, ne pourra prendre le départ. J'en viens maintenant à ce qui intéresse les Français dans leur vie de tous les jours, l'emploi et l'inflation. Hier, Raymond Barre, pour essayer d'effacer un petit peu la mauvaise impression laissée par l'indice des prix de janvier, disait que pendant l'année 79, le pouvoir d'achat des Français avait augmenté de près de 2%. Ce n'est pourtant pas l'impression de la majeure partie des téléspectateurs et de ceux qui, comme nous, sont en train de remplir leur déclaration d'impôt. Alors, Philippe Tassier, aidez-nous à nous retrouver un petit peu dans ces indices. C'est pas facile de s'y retrouver. En tout cas, on assiste à une assez belle bataille de chiffres. Tout à l'heure, Jacques Merlino a téléphoné au cadre, à la CGC, pour lui demander leur avis. Alors, d'après eux, les salaires compris entre 6 000 et 12 000 francs auraient baissé. Enfin, le pouvoir d'achat de ces salaires aurait baissé de 3 à 4% l'an passé. La CFDT dit qu'il y a eu une baisse de 1,6%. En fait, dans cette bataille de chiffres, tout le monde ne parle pas tout à fait de la même chose. Alors, on peut essayer de simplifier les choses. Si on prend le pouvoir d'achat, avec un tableau. Si on prend le pouvoir d'achat en 1979, alors d'abord la thèse de l'INSEE. On prend les salaires en 1979 qui ont augmenté un peu plus vite que la hausse des prix. Si l'on retranche les cotisations sociales, eh bien vous obtenez une baisse de pouvoir d'achat de 1,2%. C'est ce que dit l'INSEE. C'est ce que disait l'INSEE. Alors l'INSEE dit ça aussi, et c'est le chiffre pris par le Premier ministre, et vous allez voir. Il prend les salaires, il retranche les cotisations sociales, mais il ajoute les prestations sociales, tout ce que vous pouvez recevoir qui s'appelle la redistribution. Et à ce allocation familiale, etc. Allocation familiale, etc. Et là, vous obtenez effectivement une hausse de 1,9% de pouvoir d'achat. Ceci, ce sont des chiffres globaux pour l'ensemble des salaires. Alors, est-ce qu'on pourrait essayer de se retrouver un petit peu dans tous ces chiffres, selon évidemment les différents niveaux de revenus Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne se retrouve pas, enfin les Français ne retrouvent pas dans ces chiffres de l'INSEE, dans ces statistiques, leur vie quotidienne. Et en fait, les hausses et les baisses de pouvoir d'achat dépendent de cas particuliers. Alors c'est très très difficile d'établir une limite, de savoir où passe la frontière. On va prendre, si vous voulez, très rapidement deux exemples. Si vous avez deux salaires de cadres sans enfants et un salaire un ménage de cadres, ils sont mariés, gagnent bien leur vie, très certainement, n'ayant pas de prestations sociales à toucher, ils ont enregistré une baisse de leur pouvoir d'achat. Ce sont les gens qui gagnent à peu près 10 000 francs par mois et plus. Ou un petit peu moins, avec deux salaires. En revanche, si vous avez par exemple un salaire de cadre moyen, un seul, qui a des enfants, eh bien voilà, très très certainement, vous obtiendrez une hausse de pouvoir d'achat parce qu'il y aurait eu, à cause des enfants, une redistribution sociale. Voyez-vous, donc il est très difficile, selon les cas, de savoir exactement ce qui s'est passé. Tantôt on parle de cas particuliers, tantôt on parle du phénomène général. Bon, ça c'est pour la constatation, pour l'état global de la situation aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Tout n'est pas très rose. Tout n'est pas très rose. Vous savez que le gouvernement, en tout cas le Premier ministre, a dit que le maintien du pouvoir d'achat était déjà un tour de force. En tout cas, la priorité n'a pas changé. Priorité pour relever les bas revenus. Et à l'intérieur de cette enveloppe globale, eh bien, les hauts revenus seront certainement de plus en plus touchés, surtout quand ils seront pas d'enfants ou pas de prestations sociales et familiales quelconques. Il faut dire qu'à l'étranger aussi, tout n'est pas rose. Alors, tout n'est pas rose, il y a du gris, il y a du noir et un petit peu de rose, si vous le voulez. Le plus gris, c'est une forte baisse de pouvoir d'achat aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Une très légère baisse en Allemagne, mais il y a quand même une reprise du pouvoir d'achat en Italie et au Japon. Et l'Allemagne qui garde quand même un chiffre d'inflation inférieur de moitié à peu près au nôtre. De moitié au nôtre. Maintenant, il faut ajouter qu'effectivement, il y a une forte inflation à peu près partout. Et puis, ce qui va certainement toucher les Français dans les jours qui viennent, ce seront les hausses des taux du crédit. Au-delà de ces constatations, il y a la réflexion des économistes et des hommes politiques. Et bien cet après-midi, nous avons tous été un petit peu surpris en découvrant dans Le Monde, sous la plume de Jacques Attali, ce titre provocateur, « La crise est finie ». Jacques Attali est un économiste proche de François Mitterrand, mais il s'exprime là à titre personnel. Jacques Merlino s'est entretenu avec lui. Il faut regarder la crise économique comme une crise mondiale et la regarder comme à la fois une crise pour le capital et une crise pour les hommes qui travaillent. Si on regarde de ce double point de vue, du point de vue du capital, la crise est, à mon sens, terminée. En effet, il ressort de tout un ensemble de statistiques ou d'informations qui ne sont pas publiées, mais qui sont pourtant tout à fait certaines, que d'une part, il existe un très grand nombre de pays où le taux de rentabilité, le taux de profit du capital a retrouvé des rythmes et des niveaux d'avant la crise, et d'autre part, il existe un très grand nombre de secteurs industriels où le profit et la rentabilité économique s'est restauré comme avant la crise. Donc vous nous dites la crise est finie pour le capital, est-ce qu'elle est finie pour les hommes? Eh bien non, elle n'est pas finie pour les hommes pour au moins 3 raisons. La première, c'est que
le fait qu'elle soit finie autour du Pacifique ne fait pas résoudre les problèmes de l'Europe, qui est devenue le grand canard boiteux du capitalisme mondial, et va créer des conditions de développement du chômage formidables, jusqu'à peu près l'équivalent de 3 millions de chômeurs en France dans les années qui viennent de façon durable. D'autre part parce que le fait qu'elle soit finie dans un certain nombre de régions ne crée pas les conditions d'un développement équilibré de tous les secteurs, même dans les pays où la crise est finie, et on va assister à des désarticulations absolument formidables, de grandes faillites, des krachs financiers liés en particulier au haut taux d'intérêt. Et enfin parce que le fait que les profits apparaissent ne suffit pas à le rendre réel, à le faire exister. Il faut encore qu'il y ait des gens ayant des salaires pour consommer, pour que les biens apparaissent. Or, dans cette fascination pour le contrôle du pouvoir d'achat, qui est la grande obsession des gouvernements sans objectif, dans lequel vivent la plupart des grands pays capitalistes développés, eh bien, il n'y a pas de débouché autre que l'industrie militaire. Et l'absence de volonté ou de possibilité de réduire les inégalités va pousser au développement de l'industrie militaire et donc au danger de guerre. Puisque nous parlions de François Mitterrand, je vous propose d'écouter sa première réaction, en fait plutôt une allusion aux propos de Michel Rocard dans Cartes sur table lundi dernier. Michel Rocard qui avait en quelque sorte fait acte de candidature au sein du PS pour les prochaines présidentielles. François Mitterrand tient à mettre les choses au point. Nous l'écoutons. Quelle que soit en 1981 l'affectation qui sera mienne, tant que je serai premier secrétaire du Parti socialiste, c'est à moi qu'il appartient et à nul autre d'interpréter devant l'opinion publique les volontés du Parti socialiste. Ou à moi, bien entendu, ou à tout autre par délégation. Mais lorsqu'il s'agit de parler au nom de ce parti, c'est la charge qui m'incombe par la volonté des socialistes. Alors, je peux m'exprimer aujourd'hui comme je le fais, sans crainte d'être démenti. Déclaration à l'occasion du forum de Radio Monte-Carlo. On en reparlera, je pense, demain à l'occasion de la réunion du comité directeur du Parti socialiste. Politique toujours, Raymond Barre, aujourd'hui, s'est élevé contre ce qu'il a appelé une certaine sinistrose qui tend à décourager les Français, mais pour autant, a dit le Premier ministre, pas d'optimisme de commande. La prestation de serment des nouveaux membres du Conseil constitutionnel, en fait, deux d'entre eux, Louis Joxe et Robert Lecour, ont déjà effectué un très court mandat. Le troisième est tout nouveau, Georges Vedel, il est à droite sur votre écran, il a été nommé par le président de la République. Ses deux collègues l'ont été par les présidents de l'Assemblée et du Sénat. Prestation de serment à l'Élysée devant le chef de l'État. Le chef de l'État qui a cet après-midi remplacé son conseiller en matière d'affaires africaines, René Journiac, décédé, vous le savez, au début du mois au Cameroun, eh bien c'est Martin Kirsch, conseiller à la Cour de cassation, qui le remplace désormais. Enfin, dernière initiative du président, aujourd'hui un déjeuner à l'Élysée avec les dirigeants des grandes organisations agricoles. Par exemple, François Guillaume, le président de la FNSEA, qui fut notre invité à Antenne de Midi avant-hier, et ce, à la veille du Salon d'agriculture, une manifestation dont nous rendrons compte largement sur nos antennes, notamment dans C'est la vie. C'était donc les dernières manifestations du chef de l'État avant son départ demain pour le plus long voyage officiel jamais effectué par lui à l'étranger. 10 jours dans les pays du Golfe, c'est-à-dire Koweït, Bahreïn, Qatar, Abu Dhabi, mais aussi en Jordanie. Et puis ce qui est nouveau depuis cet après-midi, en Arabie Saoudite. L'escale à Riyad n'était pas prévue. Valéry Giscard d'Estaing y rencontrera le roi Khaled et le prince Fahd. Cette région du Golfe est bien entendu stratégique en ce moment. On l'a vu manifester son inquiétude face aux appétits soviétiques, sensibles par exemple à Aden, mais aussi face à une possible contagion de l'exemple iranien. Le premier reportage de Pierre Serra et Philippe Péter. Imaginez ce qui arriverait si nous n'avions plus la possibilité de venir connecter nos pétroliers avec ces pompes d'alimentation géantes qui permettent une ronde ininterrompue de chargement de pétrole à destination de l'Europe. Notre approvisionnement en pétrole, mis à part le problème des prix, la possibilité de continuer donc à envoyer nos pétroliers charger le brut dont nous avons besoin, comme ici, au large de Koweït, tout cela dépend totalement de la sécurité du Golfe, qui est en matière d'énergie et en matière géopolitique le problème numéro 1 des années 80. Sur place, localement, dans les Émirats du Golfe, l'inquiétude est un peu différente. Elle se situe au niveau de l'incertitude qui pèse sur la stabilité des régimes en place. Une stabilité menacée d'abord par l'immense foule des travailleurs immigrés, 700 000 dans les Émirats arabes unis par exemple, pour une population autochtone qui n'atteint pas 200 000 personnes. Menacée aussi par ce qu'on peut appeler
la subversion religieuse venue d'Iran, dont on peut capter et entendre la voix en arabe à longueur de journée dans toute la région. La révolution iranienne, c'est une révolution islamique. Ce n'est pas un danger. Pour nous, nous sommes avec les Iraniens, des frères. Il y a des principes spirituels communs entre nous. Pour ça, l'islam, ce n'est pas un danger pour nous, mais il y a des problèmes, il y a des émeutes qui sont dangereux pour même les sages et les dirigeants sages en Iran. L'Iran, donc, est à 300 km à peine, avec ses ayatollahs qui prêchent la révolution des déshérités. C'est donc le premier risque. La flotte russe, elle est là, à l'entrée du Golfe, dans le détroit d'Ormuz, qui ne fait que 40 km de large, une flotte prête à enfermer les Émirats dans leur sable d'or. Et en fait, on peut craindre, dans tous ces risques de subversion, qu'ils viennent de Moscou, via l'Afghanistan, un peu plus haut, là, que vous voyez ici, de Téhéran sous le nom de révolution islamique, une alliance objective, provisoire, sinon une véritable collusion. I don't think that collusion will take place. I want to use the word collision, I think, that will take place. Because I would like to explain that there are major differences between Islam and communism. They are two extremes, and they cannot meet at all. There are fundamental differences from ideology point of view. Where communism is atheistic, you have Islam, which is monolithic religion. Alors, pour tenter de dissuader ceux qui voudraient, de l'intérieur du monde arabe, déstabiliser la région, qu'ils soient libyens, palestiniens ou yéménites, les émirs achètent des mirages et les font manœuvrer. Mais il est bien évident que ces armées locales, souvent formées de mercenaires venus d'Oman ou du Yémen et d'officiers pakistanais, ne pourraient tenir longtemps dans un conflit de grande envergure. Les émirs cherchent donc auprès de leurs amis, auprès de ceux qui ont besoin de leur pétrole et qui de ce fait sont attachés à la stabilité de la région, un soutien au moins de dissuasion. C'est pourquoi le Georges Legge, dernier né de la Marine nationale, accompagne le président de la République et qu'une unité française de l'océan Indien font de fréquentes visites dans le Golfe. Ici à Abu Dhabi, la marine française vient, disons, 2 ou 3 fois par an, avec 1 ou 2 bâtiments, faire une visite d'amitié et entretenir de bonnes relations avec les Émirats Arabes Unis, qui sont un pays ami et une marine amie. On m'a posé la question de savoir si cette visite de courtoisie était en liaison avec la situation actuelle. Je me suis empressé de préciser que non, que c'était une visite de routine, s'inscrivant, disons, dans les visites habituelles de la marine française. Mais c'est une question qui m'a été posée. Valéry Giscard d'Estaing qui part donc demain. La santé du maréchal Tito, je me borne à vous lire le texte du communiqué de midi. Malgré l'application des mesures nécessaires de traitement intensif, l'état général du président Tito ne présente pas de signes d'amélioration. Et de bonnes sources, on ajoute que le malade fait preuve d'un courage extraordinaire dans ces moments de lucidité car son coma n'est qu'intermittent. À Bogota, en Colombie, 5 femmes ont encore été libérées aujourd'hui, ce qui porte à 18 le nombre d'otages relâchés par le commando depuis le début de l'attaque. Mais il reste quand même 45 personnes séquestrées dans l'ambassade de la République dominicaine après la seconde nuit d'attente. Le commando est composé d'une trentaine de membres. Il réclame toujours la libération de tous les prisonniers politiques détenus en Colombie, ainsi que la remise d'une somme de 50 millions de dollars. Les guerrieros du mouvement du 19 avril ont réaffirmé leur décision de triompher ou de mourir, ce qui fait craindre le pire pour la vie des otages. Bruno Albin a rencontré l'ambassadeur de Colombie à Paris. Pour lui, la Colombie n'est pas la démocratie en état de siège que l'on décrit depuis 2 jours. La demi-démocratie colombienne, je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. Quand on a en Colombie des élections libres, quand tous les groupes politiques sont représentés au Congrès, quand il y a la presse complètement libre, les médias en général sont libres,
quand il y a la liberté de l'initiative privée à l'économie. Alors, c'est ça qu'on appelle une démocratie. Commando qui a pris en otage ses ambassadeurs et ses personnes à l'ambassade dominicaine dénonce aussi la pratique de la torture en Colombie. Puis il n'y a pas que ce commando qui la dénonce. Dans les journaux colombiens même, on parle de la torture. Oui, on parle de la torture. Je ne peux pas dire que non, c'est impossible parce qu'il y a... Vous croyez que c'est compatible avec la démocratie? Non, non, c'est pas compatible, mais c'est difficile à nier parce que quand il y a une organisation grande, peut-être quelqu'un, en changeant quelque part, dans une situation quelconque, peut faire quelque chose, c'est difficile. Vous avez vu le problème de, comment est-ce qu'on appelle en français ça, la bavure. Les bavures du policier. Alors, il y a des circonstances où on peut faire des choses un peu extrêmes. Mais la bavure policière n'a rien à voir avec la torture telle qu'elle est dénoncée par les gens du commando. Ah oui, telle qu'elle est dénoncée. Mais il y a une chose qui est intéressante. On a inventé les moyens de torturer sans laisser la trace. Hein? Ça, c'est une invention de la médecine contemporaine. Du même côté, on peut dire qu'on a été torturé et qu'on n'a laissé pas de traces. Alors, l'instruction qu'on trouve dans les manuels des terroristes, c'est la première chose que vous devez dire, est-ce que vous avez été torturé? Eh bien, me revoilà. Pardon pour cette petite coupure. Depuis 48 heures, l'URSS organise un nouveau pont aérien pour acheminer vers Kaboul des renforts en troupes et en matériel. Sur place, la résistance s'est unifiée et si elle se bat presque à main nue, elle pose néanmoins beaucoup de problèmes à l'armée rouge. Le document que nous allons vous présenter a été tourné par un rebelle afghan lors du coup de main contre l'armée soviétique. Il est, je crois, assez éloquent. Ce sont les montagnes des environs de Jalalabad, à 150 km environ à l'est de Kaboul. Ces rebelles qui se déplacent ici avec une incroyable mobilité font état de nombreuses actions contre les soviétiques malgré leur handicap, un armement complètement anachronique. Et pourtant ce document filmé avec une caméra 8 mm montre un char récemment mis hors de combat et vous allez le voir, le corps d'un soldat abattu au cours de cette action. L'auteur du film affirme qu'il s'agit d'un soldat soviétique. Dans cette zone, les Moudjahidines, les combattants islamiques, affirment avoir détruit jeudi 30 véhicules militaires, dont de nombreux blindés, au cours d'une attaque contre l'aéroport de Jalalabad. La pression des rebelles aurait été assez forte pour que les soviétiques décident d'utiliser leurs hélicoptères afin de venir à bout des assaillants. Les rebelles, qui semble-t-il reçoivent chaque jour des renforts, se seraient ensuite repliés dans la montagne, où ils sont de plus en plus menaçants pour les troupes d'intervention. L'explication du petit incendie de tout à l'heure, du petit incident de tout à l'heure, un début d'incendie précisément dans ce que nous appelons les équipements, c'est-à-dire en régie. Et comme vous voyez, en 15 secondes, nos techniciens ont rétabli cela. Ce soir, la Rhodésie devient le Zimbabwe, cela quel que soit le résultat du vote des Noirs, qui se termine aujourd'hui après 3 jours de scrutin. Demain soir à 20 h, le début d'une grande enquête de Philippe Châtenay à Salisbury. Chine, réhabilitation de Liu Shaoqi, c'est la télévision qui l'a annoncé tout à l'heure, en même temps que le limogeage d'un certain nombre de hauts dirigeants, ce qui va désormais laisser les mains encore plus libres à Deng Xiaoping. Alors Patrick Clément, d'abord, pourquoi la réhabilitation de Liu Shaoqi? Écoutez, en simplifiant, je dirais que c'est une gifle posthume à Mao Tse-tung. Car Liu Shaoqi était véritablement son grand adversaire et sa réhabilitation officielle signifie officiellement le changement et l'éloignement officiel de la Chine vis-à-vis de ses thèses et des thèses développées par Mao Tse-tung. C'est l'homme que nous voyons à côté de Mao Tse-tung précisément, à l'époque où il s'entendait encore bien. Il y a à peu près 15 ans. Alors plus que jamais un homme fort maintenant, Deng Xiaoping. Mais oui, après avoir été exclu 2 fois, Deng Xiaoping, l'actuel numéro 2, celui que les Français connaissent bien, puisqu'il est venu une fois à Paris, affirme un peu plus son pouvoir. On voit même qu'il fait carrément le vide autour de lui. Il amène ses amis politiques autour de lui justement, et il élimine ceux que l'on pouvait qualifier de maoïstes purs et durs, comme M. Deng Wanxian, qui était le numéro 6 du bureau politique, et surtout le garde du corps de du président Mao Tse-tung. Et puis, si on regarde la composition des instances dirigeantes, on s'aperçoit que le seul qui puisse se réclamer véritablement de la pensée de Mao Tse-tung aujourd'hui, c'est le président Wakofeng. Enfin, après ces changements, Deng Xiaoping impose du même coup, disons, ses visions plus modernistes et plus technocratiques, et on voit maintenant se dessiner une Chine peut-être un peu moins révolutionnaire, et peut-être une Chine un peu moins communiste, plus pragmatique. Et je dirais que le but de Deng Xiaoping, c'est de faire de la Chine la 3e puissance mondiale.
Yigal Allon est mort ce matin des suites d'une défaillance cardiaque. Ancien ministre israélien des Affaires étrangères, c'était le père du plan qui prévoyait le rattachement de la Cisjordanie à la Jordanie, ainsi que sa démilitarisation. Et puis, ces images étonnantes qui nous viennent du Suriname, elles ont été diffusées par la télévision de ce pays à la demande du Conseil militaire. Ces hommes sont accusés de vol et de viol, des images qui, je crois, se passent de tout commentaire. Ils sont, vous voyez, bastonnés en public. France, encore une illustration de cette véritable psychose du cambriolage qui gagne de nombreux Français, psychose inquiétante, apprenant en effet qu'un octogénaire de l'Oise, dans un petit village à la frontière de la Picardie et de la Normandie, à Abancourt, a tué son petit-fils qu'il prenait pour un cambrioleur. Ce genre de drame n'est malheureusement plus exceptionnel. On a vu des maris tuer leurs femmes, des pères tuer leurs fils par peur du cambriolage. Et dans ces cas-là, il est difficile d'invoquer la légitime défense, car il est évident que les victimes de ces tragiques méprises ne sont pas armées, Paul Lefebvre. Vous savez, je vais faire un rapide tour d'horizon. Le 21 octobre 1978, il y a un homme tue son fils de 8 ans, qui allait boire dans la cuisine la nuit. Le 7 janvier 1979, un homme tue sa femme qui était allée aux toilettes, toujours la nuit. Le 20 janvier 1979, un homme est tué par sa femme parce qu'il rentrait un peu trop tôt, elle ne l'avait pas prévu. Le 19 juin 1979, un homme tue son fils alors qu'il recherchait ensemble un cambrioleur. Et le 7 janvier 1980, un homme tue son frère qui était revenu un peu plus tôt dans la maison. Alors 6 drames et 2 chiffres. Un Français sur 3 a peur d'être agressé, une peur constante. Un Français sur 3 est partisan de se faire justice tout seul. Alors, sans revenir aux bonnes et aux mauvaises raisons que les gens ont d'avoir peur, une augmentation de 13% de la criminalité dans les zones rurales, on vient de l'apprendre par la gendarmerie, et une prévision d'augmentation de 5 à 6% dans les zones urbaines, la police tout de même est là, il y a une légère différence entre les 2 chiffres. On peut que constater que cette peur qui s'arc-boute d'une manière parfois fragile sur la notion juridique de la légitime défense qui existe, conduit certains à tirer sur n'importe quoi et dans n'importe quelle condition. Alors je sais bien que la majorité des gens qui nous écoutent ne sont pas d'accord, jusqu'au jour où leurs frères ou leurs voisins font la même erreur que le vieil homme aujourd'hui. Un homme, un innocent, est resté 2 ans en prison. Lorsque son innocence a été prouvée, Marcel Prévost, 36 ans, gardien de camping, a été indemnisé pour ce temps passé à tort derrière les barreaux. En tout, 6 000 francs, ce qui peut paraître dérisoire si l'on calcule que pour chacun de ces jours passés en cellule, la commission d'indemnisation ne lui a donné que 7 francs 77 par jour donc. Resté combien de temps, monsieur, en prison? 2 ans, 3 mois, je suis resté. Et vous comptiez toucher combien, monsieur, d'indemnisation? Au moins dans les 6 millions, avec ce qui m'arrive en Suisse, on gagne le double. Et j'ai perdu toutes les saisons depuis 1976, au moins 6 millions. Ancien. 6 millions anciens. Et avec cet argent, qu'auriez-vous fait? J'aurais monté le baraque au bord de la mer, c'est un stand au bord de la mer. J'aurais vendu des glaces, des frites, des pizzas. Quand on a vécu 2 ans, et comme lui dans tôle, comme on dit, quoi, c'est vraiment, c'est pas beaucoup. Déjà qu'on n'est pas grand-chose dans une société où on vit aujourd'hui, on n'est pour moi rien du tout. Alors compter pour une bêtise comme ça, pour moi, si on a tort ou on n'a pas tort, être rejeté tout de suite comme ça à toi. Oui, c'est vraiment... On pousse les gens vraiment à venir des bandits, parce que au lieu d'aider ces gens à remonter la pente, on les engouffre, on les pousse carrément dans le gouffre. Que comptez-vous faire aujourd'hui, monsieur? Aujourd'hui, s'il me laisse à ce prix-là, je compte trouver une place à l'année où je serai bien, je resterai. On peut tout de même dire que cette somme correspond à peine à celle qui serait perçue par un accidenté de la route qui aurait eu un bras cassé. Mais je crois que le problème est un problème de fond et que le système d'indemnisation actuel n'est peut-être pas adapté. Il faut à l'heure actuelle, pour pouvoir percevoir une indemnité, établir qu'on a subi un préjudice particulièrement anormal et d'une extrême gravité. Or, le préjudice anormal résulte, à mon sens, du seul fait que l'on a été incarcéré et que l'on a bénéficié par la suite d'une décision de relax ou d'acquittement. Toute personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu
de relax ou d'acquittement devenue définitive peut se voir accorder une indemnité si cette détention lui a causé un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité. C'est la loi du 17 juillet 1970, article 149 du Code de procédure pénale. La requête d'indemnisation doit être déposée dans les 6 mois qui suivent la décision de justice. Une commission composée de 3 magistrats, conseillers à la Cour de cassation, est seule habilitée à prendre une décision. Décision prise dans le secret, non motivée et non susceptible de recours. Les sommes les plus élevées ont été allouées au notaire Pierre Leroy en 1977, 280 000 francs pour 100 jours de prison, et à Jean-Marie Deveau en 1972, 125 000 francs pour 8 années de prison. Les magistrats tiennent compte du préjudice causé par la détention, du passé judiciaire de la personne et de son honorabilité. Critère sélectif, sans appel. Et puis Michel Grindorge, l'avocat belge du truand François Besse, a été acquitté par le tribunal correctionnel de Bruxelles. Il était inculpé d'avoir facilité l'évasion de son client et d'avoir hébergé des détenus de droit commun en cavale. Et puis voici maintenant des images sanglantes, il faut bien le dire, du massacre d'un des meilleurs amis de l'homme, le dauphin. C'est un massacre qui se répète chaque année au large des côtes japonaises. Vous allez le voir, 200 000 de ces animaux meurent tous les ans à cause de la cupidité de certains entrepreneurs de pêche industrielle. Des images difficilement supportables, mais qu'il fallait, je crois, montrer. La météo, aujourd'hui, le temps a été généralement beau en montagne et sur la Méditerranée. Dans les autres régions, il a fait frais et brumeux, surtout le matin. Demain, il fera beau, comme nous l'a dit Laurent Broumette, dans le sud du pays, mais le nord connaîtra quelques gelées matinales suivies de pluies passagères. Vous avez rendez-vous avec Hervé Claude pour le tout dernier journal vers 22h55. Et puis demain, samedi et demi, à 12h30, avec Jean Coudemangeau et Léon Zitrone à 20h. Bonsoir à tous et je l'espère à lundi 20h.